Salut mes nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la deuxième partie de la vidéo analyse en profondeur du trailer One Piece. Je pense que vous aurez nulle part autre une vidéo aussi approfondie avec tous les easter eggs, les différences, l'analyse de la colorimétrie, de l'image, de la couleur qu'il y a, l'analyse surtout des différences qu'il y a entre l'anime, entre le manga et aussi cette série animée, les choix scénaristiques, pourquoi ils ont fait ça. Enfin bref, restez jusqu'au bout. Je sais que la vidéo est vraiment longue, mais franchement, restez parce que vous allez apprendre énormément de choses et surtout, on va répondre à énormément de critiques qu'on a pu entendre et lire à travers le net. Alors, on reprend là où on était, c'est-à-dire la Nami qui est ici. La Nami, encore une fois, le costume qu'on a ici, c'est un costume qui est connu, qui a été mis en place par Eiichiro Oda à travers ses Color Walk, et ce que j'adore beaucoup. Là, ici, on a la tombe de Belle-Mère. Vous voyez, c'est écrit en français, Belle-Mère, parce que oui, dans le manga, c'était aussi écrit en français. Et voilà, regardez ici, vous avez la plantation de mandariniers qui est juste derrière. Vous avez des mandarines justement qui sont tombées au sol juste là. Vous avez les décors derrière, et encore une fois, ça c'est vraiment très très important. C'est comme je l'ai dit précédemment dans l'autre vidéo, c'est tout simplement on a vraiment quelque chose qui est réel. On a l'impression que cet endroit existe dans le monde et qu'on peut le découvrir. Et encore une fois, on a la transcription du manga dans un univers réel tel que pourrait être One Piece s'il existait dans un monde réel régi par certaines lois physiques qui sont un petit peu ressemblantes à notre monde. Ici, là, vous pouvez voir justement le tronc d'arbre qui est devant avec des sortes de trous de mythe. Et bien moi, ça, c'est quelque chose que j'adore. La tenue, je ne sais pas si j'ai dit, mais la tenue de Nami, c'est une tenue qui a été dessinée dans le Color Walk par Eiichiro Oda. Et regardez le visage justement qu'on a ici de Nami quand on regarde la tombe de Belle-Mère. C'est marqué juste là, Belle-Mère en français. Eiichiro Oda l'avait aussi écrit comme ça par rapport justement à la belle-mère, parce que c'est la mère adoptive tout simplement de Nami. Donc il a repris un petit peu cette connotation de pas la mère réelle, hein, il n'a pas pu l'appeler adoptive mère, mais belle-mère. Pour eux, au niveau phonétique, ça sonne super bien. Et là, on voit la tristesse au niveau de Nami. Je pense que cette tenue-là est liée à la fin. Oui, c'est à la fin parce que... Ah non, j'ai cru que c'était le bandeau, mais non, c'est de la... Comment ça s'appelle, de la lumière comment ça s'appelle, du ciel qui est juste derrière. Mais est-ce que c'est une fois qu'elle a été délivrée d'Arlong et qu'elle vient faire ses adieux à Belle-Mère, ou est-ce que c'est avant où elle se confie à Belle-Mère et elle sait pas du tout ce qu'elle doit faire par rapport à Arlong? Je ne sais pas, mais voilà, on verra ça plus tard. Mais encore une fois, l'acting de Nami, on va en reparler tout à l'heure parce que franchement j'adore. Ah! Et on y est! On y est! Donc là, ici, vous avez quoi? Vous avez le Arlong qui est là, et surtout, c'est pas Arlong qui est le principal ici. Non, on va aller regarder ce qu'il y a derrière. Regardez, pour ceux qui ont regardé ma précédente vidéo, à un moment, on avait le chapiteau de Baggy, et je vous ai dit, regardez, il y a une tête de clown brillante et des lumières en dessous. Regardez ce qu'on a ici. On a la tête de clown qui est juste derrière et les lumières qui sont juste là. Et ça, c'est quoi? C'est tout simplement pour nous montrer ici, on nous montre que Arlong sera présent au niveau de l'arc de Baggy. C'est un truc qui est complètement what the fuck. Et ça, je ne l'avais pas vu lors de la première, deuxième, troisième, quatrième. Je l'ai vu lors de la 5e lecture, visionnage justement de ce trailer. Et là, ça a fait, dans mon cerveau, ça a fait... Pourquoi ils ont fait ça? Et là, il faut, en un sens, on va... Écoutez-moi, c'est hyper important. C'est peut-être la chose la plus importante au niveau de cette vidéo. Mais continuez à regarder la suite après. Il faut se poser la question, pour qui est fait cette série? On verra plus tard que cette série n'est pas faite pour les enfants parce qu'il y a du sang. On va reparler ça juste après. Cette série est faite parce que Netflix s'est dit dans sa tête, au moins 50% des personnes qui vont regarder cette série ne connaissent pas One Piece. Donc, on va être obligé de changer la narration de l'œuvre One Piece, parce que si on reprend quelque chose qui est fidèle,
Ça marche pour une lecture par tome ou par chapitre au début pour donner une hype au lecteur de continuer les aventures de Luffy, parce qu'il faut se rappeler que East Blue c'est le début et Ichiro Oda a vraiment quelque chose de terrible sur les épaules, c'est-à-dire qu'en 3 ans il doit créer une base fidèle de lecteurs pour que son œuvre puisse survivre dans le Jump. Normalement dans sa tête Hiroshiro Oda il a que 5 ans de manga, c'est-à-dire que l'histoire de début jusqu'à la fin c'est 5 ans, et le début de l'arc One Piece, de la saga One Piece East Blue, n'est seulement là que pour amener les différents Mugiwara et que chaque lecteur vienne s'identifier à un personnage présent dans l'univers de One Piece pour continuer à suivre les aventures. C'est à ça qu'ont servi la saga tous les arcs de East Blue. Sauf que cette manière de narrer une aventure fonctionne peut-être pour le Jump dans une lecture par tome. Il faut savoir que là, on est sur 100 chapitres, mais ça ne peut pas fonctionner au niveau d'une série. Il faut que la série Netflix prenne les codes narratifs des séries qui fonctionnent. Et donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un fil rouge du début jusqu'à la fin. Il faut qu'il y ait une tension en fin d'épisode qui nous donne envie de rechercher, de continuer à savoir ce qui va se passer. Quand tu n'es pas un amoureux de One Piece. Si tu es un amoureux de One Piece, tu vas continuer à regarder pour te demander ce qu'il va y avoir ou pour regarder, est-ce que tu as déjà un affectif au fond de toi pour Netflix. Et que ça soit bien ou que ça soit de la merde, tu vas regarder pour voir ce qu'ils en ont fait. Mais quelqu'un qui n'aime pas One Piece ou qui ne connaît pas One Piece, si à la fin d'un épisode, il n'est pas hypé ou il n'a pas compris toute la métaphysique, toute la narration, toute l'histoire qu'il y a à l'intérieur, s'il y a des éléments qui sont mis à droite à gauche qu'il ne comprend pas, il va y avoir la suspension d'incrédulité. C'est-à-dire qu'à partir de là, le lecteur, à un moment, le visionneur, le spectateur, à un moment, il va faire « Non, mais je peux pas ». Le cerveau, inconsciemment, il va se déconnecter et ne va pas rentrer dans l'univers parce qu'il n'y a rien qui va l'absonner et qui va dire « Non, mais reste là, continue à regarder, continue à regarder ». Et c'est ça qui est important au niveau de Netflix. Et là, ici, vu qu'on a Baggy, mais non, on a Arlong qui est dans l'arc Baggy, ça signifie que le méchant principal de cet arc de East Blue, c'est Arlong. Et comment je vois l'histoire ? Je vois l'histoire un petit peu comme un Robin-like, c'est-à-dire que à l'arc, on a le premier épisode qui va un petit peu planter l'univers de One Piece, la métaphysique, les enjeux, etc. Et sur le personnage de Luffy. Après, on va avoir Morgan qui va être là pour amener Zoro. Et après, une fois qu'on va avoir... Morgan, oui, pour Zoro, c'est ça. Et une fois qu'on va avoir l'arc Baggy avec Nami... Non, je dis des conneries. Parce que Nami sera présent déjà dans l'arc Morgan. Donc, Nami va être présente dans l'arc Morgan. Et je pense que toute la saga, toute la série Netflix qu'il va y avoir, c'est la poursuite d'Arlong après Nami. Et donc, par extension, l'équipage des Mugiwara. C'est-à-dire que là, ce qu'on a ici, ça va peut-être se passer dans le deuxième épisode. À la fin du deuxième épisode, quand Baggy va être au sol, il y a Arlong qui va arriver. Et là, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez, mais juste là, ça n'a pas décroché? Non, ça n'a pas décroché. Juste là, vous avez le personnage de Kurobi, qui est juste là, qu'on reconnaît. Et donc, l'équipage de Baggy va être au sol et lui il va être là pour demander des infos parce qu'il est à la recherche de Nami. Ils vont dire non, là ils sont partis. Et donc, ça va pas arrêter d'être une poursuite. Et c'est pour ça qu'après, on va retrouver Nami et Arlong au niveau de l'arc Baratie et qui va avoir cette première confrontation. On va en reparler juste après. Donc là, on a le Arlong qui est ici avec cette tête qui est juste là. Et là, on arrive justement sur le Baratie. Ceux qui ont regardé l'autre épisode, je vous ai parlé tout à l'heure de l'angle de caméra qu'on avait avec justement Mihawk qui avait son épée et on reconnaissait peut-être les statues qui étaient là. Et là, on voit que la porte était détruite avec des débris, chose qu'on n'avait pas tout à l'heure. Donc ça veut dire que le combat de Mihawk avec Zoro est antécédent
à ce qu'on va avoir ici, au niveau de, comment ça s'appelle, au niveau de Arlong. Et là, on arrive sur Arlong. Je vais faire preuve de bonté en vous exécutant tous les deux ensemble. Je vais faire... Pourquoi j'ai fait plusieurs pauses? Parce qu'il y a quelque chose qui est excellent. Exécutant tous les deux Ensemble. La voix, déjà, la voix était quand même excellente. Et regardez la gueule de Arlong. Alors là, oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur dans les deux sens du terme. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais what the fuck? What the fuck? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Arlong? Alors par contre, contrairement à certains, je vais pas dire que c'est un costume genre Power Ranger. Non, on est quand même au-delà, on est vers ce qu'il y a au niveau des Pirates des Caraïbes, mais sans le choix de mettre de la CGI. C'est ça qui est très important. Là, on est sur comment ça s'appelle, on est vraiment sur du maquillage. Mais ce qui est important, et encore une fois, c'est pour ça que je l'ai dit en début de vidéo, un petit peu pour le rappeler, et c'est ce que j'ai dit énormément dans une autre vidéo, quel est le but de cette série? Ce n'est pas de faire une adaptation, une transcription fidèle, point par point, à ce qu'on a dans le manga justement en série live. Non, c'est impossible, c'est absolument impossible parce que les lois ne sont pas la même, les effets spéciaux ne sont pas les mêmes et c'est tout simplement, encore une fois, absolument impossible, sauf en mettant, mais au-delà de la somme déjà pharaonique qu'ils ont foutu au niveau de la série, donc ils ont pris un autre choix. Et le design qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment voulu dissocier l'œuvre originale qui est le manga et par extension l'animé à ce qu'ils vont faire dans la série live Netflix. Dans la série live Netflix, encore une fois, je sais que je me répète, je suis chiant pour ça, mais c'est très important de le comprendre, c'est qu'ils ont fait une transcription de ce que pourrait être One Piece, tout l'univers de One Piece, régi dans un univers réel. Un peu ce qu'il y a dans les Pirates des Caraïbes. C'est pour ça que... Pourquoi tu détestes l'équipage d'Odie Jones? Pourquoi tu as une répulsion envers lui? La répulsion que tu ressens aussi quand Johnny Depp joue, quand tu as les tentacules et tout ça, tout simplement parce que la pieuvre, elle est réelle. Le requin-marteau, il est réel. C'est ça. Dans notre subconscient, c'est une créature réelle qu'on voit dans les océans, qui sont éloignés de nous, sur un humain qui est nous. Et ton cerveau dans ta tête, il te dit, non mais ça c'est impossible. Ça, tu vois, ça peut pas faire ça. Tu vois, ça fait... ça merde, tout simplement. Et bien là, ici, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. C'est-à-dire que le nez d'Arlong, c'est le nez réel d'un requin-ci. En vérité, c'est des extensions d'arête. À travers son extension. C'est simplement ça. Et donc là, ce qu'on a ici, regardez la peau, les veines, c'est aussi ce qu'on a des fois dans un poisson. On voit toutes ces petites écailles, toutes ces veines qu'il y a. Il y a cette côté aussi qui était très bien retranscrit au niveau de l'Hollandais volant de Odie Jones. C'est parce qu'il était souvent sous l'eau, mais cette peau qui est un petit peu gluante, visqueuse, qui est un petit peu mouillée parce qu'ils doivent toujours être au contact de l'eau. Parce que c'est ça qui est très important. Et là, on le trouve même, regardez un petit peu au niveau des cheveux. Vous voyez, c'est comme des cheveux après une douche où t'as oublié de te les essuyer et que tu pars comme ça YOLO. Et c'est ça qu'il y a. Et dans nos têtes, on a un nez de requin-ci sur un humain. Et là, dans nos têtes, on est en train de penser aussi à Pirates des Caraïbes, même si c'est un autre choix au niveau de la technologie parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais putain de Dieu, ça marche. Moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais what the fuck? Ça m'a fait peur des deux sens. Et plus je le vois, plus j'aime. Alors par contre, il a un défaut. On parlera du défaut plus tard. Mais là, quand on prend le gros plan et le choix qui a été fait, je valide. Parce que le choix qui est fait est en adéquation avec le choix global de la série. S'ils avaient choisi le nez comme on a dans l'anime ou comme on peut retrouver dans d'autres comics, quand on voit un requin-ci que certains des fois utilisent pour scier une planche ou une autre connerie comme ça, eh bien, d'ailleurs, même le requin-ci, pour ceux qui connaissent la série Le Bateau, avec un sous-marin, un U-boat allemand, tu as un requin-ci, il me semble, qui a le même design. Eh bien, ça n'aurait pas collé, parce que ça n'aurait été pas dans l'univers de la série Netflix. Et c'est pour ça que moi, le choix qu'ils font, eh bien, je le valide à 100%.
100%. Et même, ne serait-ce que le choix scénaristique de se dire, ok, Arlong est au niveau du Baratie, il vient prendre justement Nami et tous les autres choix, c'est un choix qui a été validé par Eiichiro Oda. Alors, j'en entends certains qui vont me dire, oui, mais tu l'as déjà dit dans ton autre vidéo, c'est pas parce que c'est validé par Eiichiro Oda que, obligatoirement, c'est bon. Regarde, par exemple, avec les Dragon Ball, c'est validé par Akira Toriyama et c'est quand même de la merde. Sauf que, ce n'est pas la même chose. Et là, vous pouvez prendre ce que je vais dire comme vous voulez, vous pouvez le prendre, le mettre sur Twitter, me défoncer dans les commentaires, faire tout ce que vous voulez, le mettre sur n'importe quoi, ce que vous voulez, mais je vais dire un truc qui va choquer les gens, mais qui est une vérité. Attention, attention, les oreilles ça va faire mal, il y en a certains ça va saigner. Eiichiro Oda, c'est pas la feignasse d'Akira Toriyama. Et ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant, les gros fans de Dragon Ball, d'Akira Toriyama, de Dr. Slump et de tous les autres trucs qu'il a fait. C'est une putain de feignasse. C'est une feignasse, Akira Toriyama. Quand il dit qu'il supervise quelque chose ou qu'il fait quelque chose, il les supervise, mais à je sais pas combien de kilomètres au-dessus. Il va dessiner quelques personnages, il va dessiner des trucs, mais après il va laisser le reste aux autres. Là, Eiichiro Oda s'est investi énormément, presque autant que dans les films qu'il fait, tout en faisant sa série en parallèle. C'est aussi pour ça qu'il dort très très peu, et aussi pour ça qu'il est autant fatigué. C'est-à-dire qu'il y a des... Ici, je pense, et je pense même l'avoir lu, c'est que le choix du scénar qui a été mis en place au niveau de cette série Netflix a été validé et a même été modifié par Eiichiro Oda. Le fait qu'on voit Garp au début, comme j'en ai parlé dans la précédente vidéo, c'est sûrement un choix d'Eiichiro Oda par rapport à l'histoire qui existe entre Goldie Roger et Garp. Et il y a plein d'autres choses qui vont être justement valides. La chose, comme j'expliquais précédemment, il ne peut pas faire une retranscription de A à Z parce que ce n'est pas les standards. La narration qu'il y a dans l'œuvre manga n'est pas une narration qui peut être utilisée dans la série Netflix. Ils sont obligés de choisir autre chose. Et ils ont été obligés de retourner. Et il y a des choses qu'ils n'avaient pas validées. Et donc après, qui ont été mis. Donc quand on dit que Eiichiro Oda s'est investi dedans, il s'est vraiment investi. Alors par contre, c'est pas pour ça. C'est pas parce que Eiichiro Oda s'est investi dedans qu'obligatoirement ça va être un truc merveilleux, fantastique, qui va avoir aucun défaut. One Piece a des défauts. One Piece a même plein de défauts. J'en ai cité un justement par rapport au traitement des personnages féminins, tout simplement. Mais là, ce qui se passe, c'est que ici, c'est plus un gage pour rassurer les gens que le fait de dire Akira Toriyama a validé la chose ou a supervisé la chose. Ça, quand tu dis ça, c'est oui, et puis, je crois qu'il valide Dragon Ball Super. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Donc on continue, on arrive sur Arlong. Donc là, on reprend justement la Nami qu'on avait avec le Usopp en mode Captain. Pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, c'est tiré aussi en Captain d'un Color Walk qu'on peut avoir. Et là, ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, un petit peu la connerie que j'ai dit. Mais oui, on a bien la Nami qui est présente dans l'arc Morgan, avec ici le Luffy et le Zoro. Et ce que j'ai aussi oublié de dire, c'est que quand tout à l'heure j'ai dit que c'était une Robin Live, c'est-à-dire que Arlong va être au niveau du Baratie, obligatoirement dans les scénars. Dans la narration habituelle, ça reprend un petit peu ce qu'il y a au niveau de Enies Lobby. Parce que Enies Lobby a été plus construit pour être regardé sur une globalité, contrairement à East Blue, qui est un truc épisodique. Enfin, pas épisodique, qui est, oui, là je viens de faire un lapsus, mais vraiment hyper mauvais. Mais c'est-à-dire que c'est construit, Enies Lobby est construit comme une histoire globale, qui est découpé en épisodes mais qui ont un suivi, contrairement à East Blue qui est épisodique mais qui peut être regardé différemment parce que ce n'est juste que l'histoire du recrutement des Mugiwara, chose qui n'aurait pas marché au niveau de cette série. Et là ici, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du Baratie, bah, ils avaient besoin, là ça va être une Robin, c'est-à-dire que dans la narration, on va avoir obligatoirement les Mugiwara qui vont se faire toller par les hommes poissons, tout simplement. Et Nami, quand on va voir ça, va dire non mais ok, c'est bon Arlong, c'est bon, tu les laisses vivants. Là, c'est des merdes, de toute façon, ils se sont fait toller, vous pouvez les toller quand vous voulez, et moi je reviens, mais tu les laisses. Voilà, ça va être, je pense qu'ils vont faire un petit peu une Robin-like parce que ça marche bien. Et après, ça va être justement les Mugiwara qui vont aller libérer Nami.
Ça peut être très très bon. Et justement, vu qu'ils ont déjà combattu des hommes poissons, bah quand ils vont revenir, ça va mieux matcher. Allez, on continue. Tu es mon capitaine. Et maintenant, Alors, là, très très gros défaut de la série Netflix. Je sais pas si c'est le choix du réalisateur ou si c'est l'acteur qui a voulu le jouer comme ça, mais là, pas bon. Là, pas bon du tout. Pas bon du tout. Pas bon du tout. Écoutez. jusqu'à la fin. Ok, on revient en arrière. Tu es mon capitaine. Et maintenant, et jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin. Non. Tu es mon capitaine, jusqu'à la fin. C'est pas le Zoro, bordel de Dieu! C'est pas le Zoro! Le Zoro qu'on a dans ce passage-là, c'est un Zoro qui pleure! C'est un Zoro qui pleure. Et pourquoi c'est important de voir un Zoro qui pleure beaucoup plus qu'un Usopp qui pleure ou qu'un Doc qui pleure? Parce que le Doc qui pleure, le Usopp qui pleure, on le voit tout le temps. Donc, il n'y a pas la même connotation. Là, ici, le Zoro, dans le manga, quand il pleure presque pas dans le manga, bordel de Dieu. Il ne pleure presque... Et même, je crois qu'à la mort du Mary, il pleure presque pas. On a un petit truc qui se passe. Là, quand il pleure et qu'il lève le Wado Ichimonji, et il lève le Wado Ichimonji, là je sais même pas s'il lève quelque chose, là il a le bandage, mais je sais pas s'il lève quelque chose, et ben, putain, quand il pleure, on sait que c'est ses tripes qui parlent. Là, je sais pas ce qu'il parle. Là, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Et l'acting du héros, le passage là, c'est un passage qui est aussi émouvant. Il y a quelque chose autour. Et ça, on l'a pas. Par contre, plus tard, on aura quelque chose qui est vraiment excellent. Et jusqu'à la fin. Alors, encore une fois, là, quand on a vu on va le remettre juste en arrière. Là, alors, voilà. Là, déjà, première chose qui va et qui va pas. L'arme, franchement, l'arme, elle est tip-top. L'arme, elle est vraiment tip-top. Franchement, je valide. Par contre, le Arlong, c'est ça qui manque. Putain, il lui manque un putain de... Il lui manque quelque chose. Il doit lui manquer au moins 40 cm. Je sais pas, il lui manque quelque chose. Alors en un sens, hein, pareil, hein, vu que c'est du maquillage et vu que c'est un acteur, là ils ont essayé de peut-être faire un truc en contre-plongée, mais on n'est pas à la mode Gandalf avec les hobbits. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va pas. Il manque quelque chose à... Il lui manque une carrure. Il lui manque une carrure. Il est pas imposant. C'est ça. C'est vraiment pour moi. C'est vraiment ça le gros défaut de Arlong, c'est qu'il lui manque quelque chose. Et quand on connaît après toute la mythologie qu'il y a au niveau de certains personnages, au niveau de One Piece, est-ce qu'ils vont faire le choix qu'il n'y ait pas de personnages géants au niveau de One Piece? Je sais pas. Franchement, je sais pas et ça me fait très très peur. Là, la destruction, par contre, du Baratie avec la gueule de requin que vous voyez juste là, qui est en train de tomber, c'est absolument grandiose. Et après, alors là, c'est marrant. Là, ici, vu qu'on a la destruction du Arlong Park et qu'on a la ville là, je me suis dit, putain, c'est la ville de Kokoyashi. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que là, ici, vous voyez que c'est droit, tout ça. Et vous savez que la Kokoyashi, ils ont retourné le village pour que ça serve d'exemple. Quand ils sont arrivés, les hommes poissons, là, durant le flashback... Et c'est durant le flashback, c'est ça le mot. Nami, elle est petite. Là, Nami, elle est grande. Donc, de ce fait, on a une maison qui est détruite. Alors, est-ce que c'est les hommes poissons qui sont en train de détruire une île quelque part? Et après, dans mon cerveau, ça fait ping! C'est tout simplement l'île d'Orange Town détruite par une Baggy Ball. Est-ce que vous le saviez, ça? Bah voilà, là ici, et ça veut dire qu'on va avoir l'explosion de la Baggy Ball, et ça c'est vraiment excellent parce que c'est quelque chose d'identitaire au niveau de Baggy et de cet arc Baggy. Ah! Et là on y est, Déjà, regardez comment la Nami est tombée. On a l'impression qu'on lui a coupé les fils et qu'elle était tombée. Et en un sens, c'est ça. Parce qu'elle est la marionnette, elle est liée à Arlong. Pas comme Doflamingo, mais vous voyez un petit peu la symbolique. Et là, en vérité, c'est les fils, l'acceptation de se détacher d'Arlong. Donc, encore une fois, ça, c'est magnifique. Et après, là, le flou premier plan, le Luffy bien vénère qui pose le chapeau comme dans le manga. Encore une fois, c'est la scène iconique. On est dedans, totalement, ça vient chercher, là, ça vient pas chercher le spectateur lambda qui connaît pas One Piece, là, ça vient nous chercher nous, surtout quand on connaît l'histoire, je vais vous la raconter l'histoire, et là,
c'est absolument dingue. Là, c'est absolument dingue. La mise en scène, la photo, etc. On va en parler. Mais cette scène-là, c'est l'une des scènes les plus émouvantes au niveau de One Piece, de l'arc East Blue. C'est incroyable. Même aller à un niveau, je veux vivre totalement. Et ce qui se passe, c'est que cette scène a l'obligation de venir nous chercher. Pourquoi? Parce que Ishiroda, quand il l'a dessiné au moins 10 fois. Parce que c'est dans une interview qu'il avait dit ça. Je ne sais plus si c'est cette scène-là exactement, ou celle avec les couteaux. Mais il a dit, je l'ai dessinée et je la détruisais parce que je ne ressentais pas assez d'émotion. Et il a su, au moment, comment il a su qu'il l'avait bien dessiné? Parce qu'il a eu des larmes. Et il s'est dit, moi, je dessine, j'ai des larmes, je sais ce qui va se passer. Donc pour une personne qui va découvrir, obligatoirement, il va avoir l'émotion. Parce que c'est ça One Piece. One Piece, c'est de l'émotion. On ne peut pas détacher One Piece de l'émotion. Regardez ma dernière réaction là, vous comprendrez ce que je veux dire. Et bien là, ici, on doit l'avoir et on l'a. En plus, c'est une musique épique qui est dedans. Une musique qui fait penser justement aux Pirates des Caraïbes. Mais surtout, c'est au niveau de la photo. C'est totalement différent de ce qui se passe au niveau du manga. Regardez bien. Là, on est dans du sombre. Là, c'est le premier plan qui est fixe, qui est net. C'est l'arrière qui est flou. Et regardez bien les couleurs. On va passer du foncé, qui est de chaque côté, vers un plus clair qui va être le chapeau. Après, on a une couleur différente qui va être justement les cheveux de Nami qui vont entourer Nami, qui vont même aller en bas, entourer sa main. Et ça, c'est vraiment très très important pour après avoir un focus sur sa main qui est ici et qui va venir détacher le regard. Ça, c'est très fort au niveau de la couleur. Le soleil qui vient se refléter, enfin le soleil, non, la lune, la lumière qui vient se refléter dans la larme, qui vient mettre en évidence la larme par rapport au reste, la larme qui se détache. En gros, on est focalisé sur la tristesse du personnage. Mettez à ça une musique qui vient te chercher au fond de toi, et c'est là où l'acting de Zoro, ils l'ont totalement foiré. Mais alors elle... On sait que Zoro, il est imperturbable. Mais là, quand même, non. Non. Là, vous voyez, là, c'est cette scène, là, ici, a réussi... J'en parle, j'ai la chair de poule. Je sais pas si on le voit. J'ai la chair de poule. C'est un truc absolument de taré. Je vais donc te botter. Et là, on est sur une scène aussi qui est hyper emblématique par rapport à l'endroit. C'est tout simplement la chambre des cartes. C'est là où Nami n'arrête pas de dessiner. Tu vois toutes les cartes, tu vois les encres qui sont présents ici. Tu as des cartes qui sont présentes ici. T'as pas les cordes avec toutes les cartes qui sont en train de sécher. Je trouve ça vraiment dommage. Tu as des cartes qui sont par terre. Tu vois déjà qu'il y a eu un combat précédemment. Mais voilà, donc là, cette scène-là est hyper emblématique. Et l'inconvénient, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Putain, ça va pas. T'as le Luffy qui est ici. Luffy, dans le manga, il fait à peu près 1m60-65. Et là, t'as le Arlong qui est là. Et le Arlong, il fait 1m80. Il fait ma taille. Il aurait dû faire au moins 2 mètres. 2m10. C'est-à-dire que le Luffy aurait dû être au niveau de ses pecs. Et là, il fait tasser, quoi. Il fait tasser. Ça va pas. Franchement, ça va pas. Alors, j'espère que le personnage lui donnera assez de charisme pour qu'on ressente quelque chose. Mais là, en visuel, là, la confrontation, on sent pas la badassitude du Arlong. Vous voyez que je peux dire des trucs qui vont pas, hein? Là, par contre, au niveau du visage, il y a quelque chose. Moi, je valide à 100% le visage. Et là, encore une fois, vraiment très très bon. La Nami qui est derrière, qui n'est pas présente dans le manga. Le Luffy en premier plan. La Nami qui vient assister justement dans cette chambre qui signifie la chambre des cartes, qui signifie son emprisonnement, tout ce qu'elle doit faire justement contre... En vérité, c'est la chambre des cartes, pour que les gens comprennent bien, c'est la perversion du rêve de Nami. Parce que le thème important au niveau de One Piece, c'est les rêves de chacun. Et là, Nami, elle veut faire la carte du monde entier. Plusieurs cartes qui vont s'assembler pour former l'ensemble de comment s'appelle du One Piece. Robin, c'est lire toutes les poneglyphes, découvrir le Ryu poneglyphe, à travers ça le Ryu poneglyphe, et découvrir l'histoire du siècle oublié. Et bien là, ce qu'avait fait Arlong, c'est la perversion du rêve de Nami. Et là, justement, c'est la délivrance de Luffy qui est en premier plan net et Nami qui est derrière au deuxième plan fou, qui va assister en tant que spectateur, tout comme nous, à la délivrance et la remise à zéro de son rêve. Et ça, c'est magnifique.
Et là, vous voyez, il vient détruire ce que représente justement le cauchemar. Oui, voilà, oui, très juste. Je ne sais pas si quelqu'un l'a dit, mais justement, la perversion du rêve, c'est le rêve qui devient un cauchemar. À vivre dans un cauchemar depuis tant d'années, à faire ses cartes, et ça, normalement, c'était son rêve. Et là, on passe sur une autre chose, c'est Shanks le clochard. Shanks le clochard. Là, ici, on a plusieurs choses qui sont hyper importantes. Premièrement, on va parler tout simplement de son geste. De son geste qu'il fait contre l'un des brigands du groupe de Hajima. J'ai des problèmes, à cause de ma dyslexie, j'ai des problèmes pour mettre en vérité, j'ai le personnage, j'ai plein de lettres, mais les lettres veulent pas s'assembler dans mon cerveau pour ressortir comme étant son nom. Arima, Hajima, Akuma... Je ne sais plus, je vous prie de m'excuser, mais vous voyez qui c'est. C'est justement ce qu'il fait quand il fait ça, paf, parce qu'il y a un des brigands qui a tiré son arme et il dit quand tu sors une arme et que tu veux tuer quelqu'un, faut que toi-même tu sois prêt à mourir. Ça, c'est vraiment excellent. Et l'autre chose aussi, c'est tout simplement le Shanks. Le Shanks tel qu'on le voit avec le chapeau, le visage, et même le visage, on voit qu'il a un regard qui est assez pétillant, mais il faut se rappeler de qui est réellement Shanks. Shanks, est-ce que c'est un mec badass ? Oui, mais après. Pas durant le flashback. Pendant le flashback, c'est un putain de clochard. Ou comme dirait un certain youtubeur, c'est un gitan. Et c'est ce qu'on a ici. Un mec lambda. D'ailleurs, regardez bien au niveau de sa veste. Sa veste, enfin sa cape qui est maintenue d'une couleur verte. Est-ce que c'est lui qui était présent? Je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de capuche, il n'y a pas l'air d'avoir de capuche derrière. Donc en parenthèse, ça c'est une petite parenthèse que je voulais dire. Mais le Shanks qu'on a ici, c'est un Shanks que je dirais entre guillemets lambda. Hein, et encore une fois, c'est la forme du chapeau, comment il est aussi, qui donne un certain aspect. On en reparlera plus tard. Mais le Shanks qui est ici, mais moi j'aime bien le regard. J'aime bien le regard de Shanks parce que je trouve qu'il a quelque chose. Je trouve qu'il a quelque chose en lui. Et c'est peut-être un Shanks différent qu'on aura plus tard, peut-être qu'on l'aura d'ailleurs, quand Mihawk, après 10 ans, après 10 ans après cette scène, justement, qui est l'affiche de Luffy, qui vient le voir, et qui lui dit, tiens, en fait, j'ai croisé l'une des personnes que t'arrêtais pas de me parler, maintenant qui a un avis. Et là, le Shanks, c'est un Shanks qui est plus vieux de 10 ans, et qui a peut-être plus de charisme. Donc, à voir, franchement, à voir. Le Usopp, là, justement, là, c'est un petit combat qui est sympa. Là, l'épée de Mihawk. Alors l'épée de Mihawk, j'ai vraiment énormément de mal avec cette épée qui est beaucoup trop petite à mon goût. Mais par contre, là par contre, au niveau de charisme, là, le flow du mec, putain, le flow du mec, il est absolument incroyable. Il est absolument incroyable. Ah là, j'aime bien le combat qu'on a. Et donc, c'est bien ce que j'avais dit. Donc, c'est bien une scène qui est antérieure à l'arrivée de Baggy. Pourquoi? Parce que regardez ça, regardez, on revoit bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Les deux sirènes qui sont là à l'ouverture avec la porte. Et ça, c'est la porte que va péter justement Arlong. Alors, excusez-moi, oui, je regarde, on est toujours bien au niveau du timing. Donc voilà, et là, regardez le Shanks qu'on a ici, qui vient protéger le Luffy qu'on a ici, avec le monstre marin qui sort, qui est absolument badass. Mais regardez ce monstre, les branchies qui sont ici, les yeux rouges, les dents, le Shanks qu'on voit ici déterminé. Ah là, mais je veux trop avoir après son regard et tout, c'est grandiose. Grandiose. Et encore une fois, pour une CGI, là, la bave, l'intérieur, ah franchement, on peut pas dire que c'est des effets spéciaux à la Power Ranger, on peut pas dire ça. Grandiose. Là, on reprend justement l'île des hommes poissons, un petit toboggan qui est derrière, le petit Senji qui a énormément bossé pour faire les attaques. Ah, franchement, c'est bien. On voit bien les câbles, par contre. Comment ça s'appelle le Arlong, comme ça, franchement, je l'ai bien. Et là, le truc qu'on attendait, parce que durant le teaser, on avait eu le Gomu Gomu no Pistol qui fait contre Alvida, qui était un peu cheap, qu'on voyait le point qui bougeait, mais ça faisait, là, le Gatling, mais putain, le Gatling, et en plus, avec l'angle de caméra, ça rappelle trop au niveau de Enies Lobby contre, oui, je sais, vous êtes en train de me le dire, putain de ta maman, mais c'est horrible, putain, c'est horrible, hein, c'est horrible.
Et là, vous êtes en train de me dire, mais putain, et le mec, il se dit youtubeur, et il se rappelle pas le... Mais le pire, c'est que j'ai toutes les lettres qui sont là, mais il veut pas s'assembler. J'ai les noms de plein de personnes, sauf lui. Lucci. Oh, putain, mais j'avais un cas dans ma tête depuis tout à l'heure. J'avais un cas dans ma tête, tu m'étonnes que j'y arrivais pas. Là, par contre, on voit bien toutes les cartes qui sont punaisées derrière, avec des cartes qui sont aussi ici. Là, le Gatling, regardez, même avec l'angle. C'est ça, on a toute la détermination, ça reprend la même scène. Là, on voit le Harlong qui est en train de partir en arrière. Franchement, super. Là, on voit, encore une fois, c'est des câbles qui tirent, mais voilà. Je vois vraiment pas ce Ah, putain, je vois vraiment pas ce qu'on lui trouve. Encore une fois, là, avec le Barati qui est juste derrière. que tout le monde te trouve. Je vois même pas ce que tout le monde te trouve. Et là, regardez la tête du Shanks qui donne le chapeau. Bon, alors le chapeau, on dirait un... Putain, c'est quoi le nom des chapeaux cubains, là? Il en a un, Borsalino. Justement, c'est tiré du film avec Depardieu, de Belmondo et Alain Delon. Bah, je sais plus. Bah, un Borsalino? Ouais, je crois. Bah, je sais pas si c'est le nom. J'ai le doute, mais voilà quoi. Parce que là, le fait qu'il le pince ici et qu'on ait l'arrière qui remonte avec l'avant droit, ça fait un petit peu bizarre. Mais le Shanks, là, regardez le regard du Shanks, le Shanks qui donne le chapeau, la scène est super cool quoi. Est-ce que vous savez que l'acteur était tellement à fond dedans qu'il s'est amputé le bras pour vraiment ressembler à Shanks? Vous le saviez ça? Vous le saviez pas? C'est normal, c'est une connerie que je viens de sortir. Là, regardez là, le fait que ça reprend encore une fois un passage du manga, un passage d'anime, et vous avez la couleur du ciel qui vient passer en arrière. J'adore. Ah, le petit Morgan qu'on voit ici, le blason que je vous ai parlé dans l'autre vidéo de la marine avec la hache, et on a la petite mâchoire qui est juste sur le côté. Et là, ça c'est vraiment bon, parce que contrairement au manga où quand il fait l'attaque seulement, là il a pris une inertie pour lancer le pied, pour vraiment respecter la dynamique et la physique du monde. Ça, j'aime beaucoup. Encore une fois, hein, ça c'est la suspension d'incrédulité, c'est-à-dire qu'il faut que les gens, faut que ça soit bien mis en place pour les gens qui ne connaissent pas One Piece, l'acceptation du fruit du démon et des différents éléments qu'il y a. Voilà, et là, vous voyez, là on reprend la tête justement du requin qu'on a parlé tout à l'heure, avec les sortes de... qui reprend comme une sorte de paratonnerre et qui vient reprendre le nez du requin. Ah là, voilà, ça c'est emblématique. Là, on a le joli Roger qu'on n'a pas précédemment dans l'autre vidéo que je vous ai expliqué. Le Merry, le Luffy emblématique, juste là. La Nami qui est derrière, qui est en train de faire les cartes pour aller peut-être à Reverse Mountain avec le tonneau qui vont peut-être péter. Donc, vous voyez, ça, c'est encore une fois, c'est des petits trucs qui sont mis en place, mais que j'adore. Ah là là, l'équipage qui arrive avec la Nami qui est présente, avec le bandeau, avec son tatouage qui est là. Franchement ultra top, même si c'est une différence par rapport au manga. Les requins, je sais pas si on a des requins en haut dans le manga. Ça c'est un truc que j'ai pas vérifié, qu'il faudra que je vérifie. Par contre ça fait trop triper ça. Ce truc là ça fait trop triper. Et je vais devenir le roi des pirates. Voilà, c'est génial quoi. Ça vient de chercher. Ça vient de chercher, c'est génial. Et là, alors là, il y en a plein. Là, il y en a plein, bien sûr. Il y a plein de Wanted qui est là. Là, on a Fox. Il y a beaucoup de gens qui ont fait truc dessus. Donc, mais par contre, est-ce que vous connaissiez celui-là là, ici, dans les streets, à 7h30, le 10, eh bien, 7h30, c'est l'heure où est délivré les jumps qu'on peut les chercher dans les magasins au Japon. Donc, voilà. Ça, c'est génial. Ah, le Kobe est excellent. Le Kobe, il est super. J'adore le Kobe. Là, Bellamy, bien sûr. Il me semblait qu'on avait... Là, il y a un autre personnage qui est ici, qui est marqué avec un B. Ici, c'est génial. Ma trombine, à moi, elle est où? Ah, merde, j'ai loupé le Cavendish. Alors, il y avait le Cavendish. Alors, Cavendish, c'est normal, c'est parce que lui, il est devenu un mec de la pire, entre guillemets, génération précédente, un an avant la fin avant les aventures de One Piece. Donc, voilà. En gros, on est là. On va l'arrêter. Franchement,
Allez, on est déjà à 40 minutes, mais tant pis, on va quand même continuer. Parce que la chose qui est hyper importante, à quoi a servi cette vidéo, à part vous montrer à droite, à gauche, les teasers, vous montrer la vision surtout qu'a Netflix, parce que je sais pas si j'en ai parlé ici, j'en ai peut-être parlé dans la précédente, c'est-à-dire qu'il y a du sang, on le voit quand il coupe les trucs des hommes poissons, on le voit sur la tenue de Zoro à un moment, c'est que le public visé n'est pas un public d'enfants. Le public visé par Netflix est bien un public qui regarde les vidéos. Je ne sais même pas si ça sera sur Netflix enfant, d'ailleurs, à voir. Mais je pense que c'est vraiment des personnes qui vont avoir au minimum 12 ans. Et c'est ce public-là, et c'est un public qui va être accompagné des parents. Ça va être vraiment quelque chose qui va être un petit peu familial, je pense, et ce qui est vraiment important, c'est que le public qui est visé, c'est un public majoritairement qui ne connaît pas One Piece et qui a besoin de se rattacher à quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des choix qui ne vont pas plaire à certains fans, et certains fans de One Piece gueulent en disant oui mais c'est de la merde parce que c'est pas le One Piece qu'on connaît. C'est normal, parce que ça n'a pas le but d'être le One Piece que vous connaissez. Donc ce ne sera pas ça. Enlevez-vous de la tête. Essayez d'ouvrir votre esprit et d'accepter ça. Une fois que vous l'aurez accepté, ça peut être très très bon. Pourquoi ? Parce que ça peut amener, tout comme Goldie Roger, ou tout comme Barbe Blanche l'a fait, rouvrir un âge plutôt, de la piraterie, entre guillemets. C'est-à-dire que peut-être grâce à ça, dans ton océan qui est One Piece, il y a peut-être plein de nouveaux équipages qui vont arriver. Il y a plein de personnes qui vont redécouvrir le monde, se dire putain, One Piece, c'est intéressant. C'est ça qui est bien. C'est ça, et c'est pour ça qu'est créée cette série. C'est une adaptation. Et pour ceux qui crachent sur One Piece, parce que vous êtes dégoûtés au fond de vous-même, que vos mangas préférés n'aient pas eu d'adaptation digne de ce nom, ou qu'il n'y ait pas eu les efforts nécessaires pour que ça soit bien réalisé, bouffez votre haine. J'en ai rien à battre. Continuez à être aigri. Continuez à rester dans votre monde de merde. Faites ce que vous voulez. Restez comme ça. Nous, on va savourer. Et il se peut que ça soit de la merde. Alors je dirais pas oui, mais au moins c'était une belle merde. Mais si c'est de la merde, si ça fonctionne pas, s'il y a plein de défauts, si ça cartonne pas, alors ça va cartonner. C'est sûr, parce qu'il y a une telle hype, il y a une telle communication qu'ils vont regarder. Le tout c'est de savoir, s'ils vont faire ça en 1, 2, 3 épisodes à la suite, ou s'ils vont échelonner ça sur plusieurs semaines. Bref, j'aimerais bien qu'ils fassent ça sur plusieurs semaines pour qu'ils mettent une hype, tout comme il y a eu au niveau de Mandalorian. En gros, c'est ça, c'est exactement comme Mandalorian. C'est-à-dire que moi, j'étais le premier à cracher sur Star Wars parce que j'étais un gros fan de Star Wars et ils ont détruit Star Wars. Moi, j'ai lu plus d'une centaine de romans. Je connais l'univers étendu. C'était magnifique ce qu'ils auraient pu faire et ils ont fait de la merde. Et c'est pour ça que quand après, ils ont sorti des séries, je me suis dit, des séries, ça va être de la merde. Et ben, Mandalorian m'a foutu une putain de claque dans ma gueule et me l'a fait fermer ma putain de gueule. Et ben, j'espère que ça va être comme pour beaucoup de personnes, ils vont se dire putain cette série c'est de la merde, et quand ils vont la regarder ils vont se dire putain One Piece, là ils ont fait fort. Alors il y en a certains qui diront toujours c'est de la merde. Pourquoi ? Parce que One Piece c'est de la merde. Mais ce qu'il faut bien comprendre, je vais parler aux fans de Naruto, surtout à vous que je vais parler, parce que Naruto, d'un point de vue adaptation en série live, c'est beaucoup plus facile que One Piece. Parce que One Piece, il y a plein d'éléments dans la physique du monde qui ne sont pas transposables dans le monde réel sans qu'on fasse « Waouh, mais c'est quoi ce délire ?» ou « Comment mettre ça en place ?» Au niveau de Naruto, c'est un monde qui est à peu près réel. Les humains font à peu près tous la même taille. Et après, les différentes créatures, regardez la créature des mers qui a été faite, Kurobi, il peut être mis, ça peut être putain, j'ai du mal dire son nom, je vous prie de m'excuser, le renard à 9 queues, qu'on s'appelle la manière dont il peut être matérialisé en effets spéciaux, ça peut être absolument une dinguerie. L'intérieur du corps de Naruto avec la prison, ça peut être absolument une dinguerie. Les émotions qu'il y a sur l'arc contre le mec, ah putain, je vous prie de m'excuser,
mais vu que Naruto, ça fait tellement longtemps que j'ai regardé la fille qui a que justement le truc avec les miroirs de glace où ils peuvent sortir. Moi, enfin voilà, avec Sasuke qui est au sol, avec les, enfin, c'est incroyable ce qui se passe. Il y a vraiment de l'émotion qui peut. Et au niveau émotion, Naruto est vraiment très très fort. Donc, je voudrais seulement que vous gardiez où je veux en venir. C'est que One Piece peut signer la fin définitive des adaptations en grand budget d'animés en série live. Les gens vont dire non mais là One Piece, même avec un putain de budget de presque 200 millions de dollars, fait avec le mangaka qui est dedans, fait avec des acteurs qui ont la passion, fait avec plein de choses, même comme ça on n'y arrive pas. Même comme ça accroche pas, donc on ne peut pas. On ne peut pas. C'est physiquement impossible. Donc voilà, donc One Piece s'est pris un gros gadin et One Piece aura servi à ça, à montrer qu'on ne peut pas. Donc ça va servir à ça. Si c'est de la grosse merde, je vous dirais que c'est de la grosse merde et je vous dirais, bah le fan il est déçu. Sauf que, imaginons, par le plus grand des miracles, One Piece cartonne au-delà de ça. Que ça fout les serveurs de Netflix en rade. Qu'il y ait un monde fou qui regarde la série et qu'elle soit bien. Les fans de Naruto, vous pouvez rêver, vous pouvez faire des pétitions pour dire ils ont fait ça pour One Piece, je vous en supplie. Faites ça pour Naruto. Je vous en supplie. Faites ça pour Naruto, je vous en supplie. On veut avoir le droit au même rêve. Et je serai le premier à le regarder. Et je serai le premier à applaudir. Et si Naruto, en série adaptation live, est encore meilleur que One Piece, eh bien, tant mieux. Imaginez ce que ça peut ouvrir. Imaginez ce que ça peut faire. One Piece a entre ses mains l'avenir des adaptations. Et imaginons un truc encore plus fou. Sofiane le geek. Avant, là, Naruto, c'était pour Mademoiselle Soso. Sofiane le geek. Imagine quelque chose, mon poteau. Imagine quelque chose. Malgré ce que j'ai dit sur Akira Toriyama. Malgré ce que j'ai dit tout à l'heure sur Akira Toriyama. Imagine qu'ils se disent, ok, regarde ce qui s'est fait. Regardez One Piece, le succès que ça a. C'est quoi l'autre anime qui fonctionne dans le monde entier? Dragon Ball. Il y a eu Dragon Ball Evolution. Ok. Eh ben, Dragon Ball Evolution, on va le prendre, on va l'effacer de l'histoire. Et on va faire Dragon Ball en anime live. Pas Dragon Ball Z. On va faire ce que nous, les vrais fans de Dragon Ball, nous aimons. Dragon Ball. T'imagines, mon poteau? Tous ceux qui regardent cette série-là. J'en parle parce qu'au fond de moi, là, il y a une étincelle qui vient de s'allumer. Il y a un rêve qui vient de s'allumer. Tous mes poteaux de Dragon Ball, parce que j'aime Dragon Ball. Imaginez une série live aussi fidèle dans la mentalité qu'au niveau de One Piece. Parce que One Piece, la force de One Piece, contrairement à Dragon Ball Evolution, c'est que quand tu regardes One Piece, tu reconnais les personnages. C'est dans un autre univers, c'est enrobé différemment, mais tu reconnais, même les lieux, tu les reconnais. Maintenant, tu t'imagines, parce que c'est faisable, tu t'imagines tout simplement les montagnes où a grandi tout simplement Goku. Tu imagines le désert avec la rencontre de Yamcha. T'imagines le château de Pilaf, la transformation de Goku enfant. T'imagines le tournoi des arts martiaux. T'imagines la ville. T'imagines la ville futuriste. T'imagines le tournoi qu'il y a après, les retrouvailles avec son grand-père. Eh, je suis en train de parler. J'ai ça au fond de moi, écoutez ma voix. Imaginez ça. C'est pour ça qu'il faut que One Piece Netflix fonctionne. Ce n'est pas que Netflix. Ce n'est pas que ça. C'est tous nos rêves. Toutes nos adaptations. Pour qu'il y ait enfin quelque chose qui soit fait. Qu'on n'ait pas les conneries comme les Saint Seiya, les merdes et tout.
Il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait un phare. C'est ça, One Piece là, c'est le meilleur. Je suis en train de vous le faire de live là, ces trucs. C'était pas prévu. Je suis en train de vous le dire. Il faut que One Piece soit ce phare. Ces trucs, se dire, oui, ça existe, c'est cette lumière au bout. Et ces phares, dans le monde, il n'y a pas qu'un phare. Il y en a plein. Donc, plus il y aura de phares, plus il y aura d'adaptations réussies par des personnes qui aiment faire quelque chose et qui n'ont pas seulement que l'aspect pécunier. Parce que c'est ça Netflix au niveau de One Piece. C'est qu'ils ont su qu'il fallait pas mettre les moyens et faire un truc qui rapporte que de l'argent. Ils ont entre les mains quelque chose qui peut révolutionner. C'est ça. Donc les gars, on va finir là-dessus. Mais priez pour moi. Faites que cette série, et je serai pas là à dire ouais One Piece forcément c'était normal parce que c'est One Piece, il y a Ichiro qui est là donc obligatoirement ça devait cartonner, c'est que ça, je serai pas comme ça. Je serai pas comme ça. Mais par contre, je suis parmi l'un des seuls, et ça me fait plaisir aussi de voir beaucoup de vidéos d'autres youtubeurs avec certains retournements de veste dans du bon côté, ou du mauvais côté au niveau de cette série qui disent ouais mais tout qu'on fait, on va pas cracher dessus. Parce que normalement, hein, si on pouvait cracher autant qu'on voulait sur One Piece, on le ferait. C'est parce que les mecs ils se disent ouais mais là quand même, ça serait quand même de la mauvaise foi. Donc on va voir. Mais gardez à l'esprit que si ça marche, One Piece va tout simplement révolutionner les adaptations en live. Et on prie pour qu'il y ait une adaptation de Naruto ou une adaptation tout simplement de Dragon Ball. Voilà, donc je termine là-dessus, la vidéo fait encore 50 minutes comme l'autre, j'espère que vous l'aurez apprécié, si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, pas entre vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, la série One Piece Live, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.